What's up tout le monde et bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on a un autre épisode sur la mini-série sur les méthodes d'entraînement et on va parler de VBT, Velocity Based Training, ou d'utiliser la vitesse de tes mouvements pour peut-être target une intensité, travailler plus en speed ou en power. Honnêtement, c'est un épisode qui est rempli de nuggets, un peu plus dense, mais si t'es un peu plus geek ou nerdy dans tes trainings, c'est quelque chose qui t'intéresse, ça vaut l'écoute. Have fun! Donc aujourd'hui, on va parler de VBT. VBT, c'est pas le nom d'un nouveau supplément style ZMA. C'est une méthode d'entraînement qui stands for Velocity Based Training. Puis, moi et Matt, on s'est entraîné ensemble cette semaine. Et guess what? Sans même qu'on s'en soit parlé avant, les deux, notre training, avaient des composants du VBT. So, on s'est dit, hey, on en parle sur le podcast. Ouais, c'était quand même. C'était un drôle d'adon parce que moi, c'est la première fois que j'en faisais. Je n'avais déjà entendu parler, mais pas plus qu'il faut. Là. Je veux dire, c'est la première semaine que j'en faisais, puis là, ça tombait une session. Tu sais, sur ma semaine, il y avait 3 journées d'entraînement que c'était ça. Mes journées de back, c'était pas nécessairement ça. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait moyen nécessairement de le mesurer, si on veut, en faisant des chin-ups, là, parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est un rôle d'adon aussi parce que, man, je me souviens pas la dernière fois qu'on s'est entraîné ensemble ou en même temps dans un gym. Fait que... C'était good time, man. C'était un bon throwback, c'était le fun. Je me sentais comme, tu sais, à la base, là, on va prendre un volet philosophique, là, mais à la base, les gymnases, ça vient de la Rome antique, ça vient de l'époque de la Grèce antique, plutôt. Puis, à cette époque-là, l'idée, c'est que les hommes, parce que les femmes ne s'entraînaient pas, là, les hommes allaient s'entraîner ensemble, tout nus. C'est vrai, ça? Ouais, ben oui. Mac, voyons, c'est quoi cette pudeur? Mais c'est pas ça qui est important. Là. Ben, en tout cas, il devait pas faire du bench press, mais je m'imagine sur le bench avec toi qui me spot en arrière, là. Je suis pas sûr que je suis down. Pas sûr que dans le romantique faisait du bench press, mais il s'entraînait avec même des. J'ai vu des photos, là. C'était des genres de cailloux avec des poignées rudimentaires. Là. Mais bref, il s'entraînait avec ces weights-là, il faisait des lancers du poids, il sprintait, il faisait tout leur training, mais c'était aussi des lieux de rassemblement pour les philosophes. C'était une place où est-ce que tu allais forger ton corps et ton esprit. Puis à cette époque-là, les deux allaient vraiment ensemble. Comme, probablement que tous les philosophes de la Grèce antique étaient fucking jacked aussi. Là. C'était des hommes qui faisaient autant attention à leur tête qu'à leur corps. Puis je me suis senti un petit peu comme ça quand on est allé train ensemble, parce que comme entre nos sets, on allait se parler, pas nécessairement de philosophie, là, mais là on parlait de nos méthodes d'entraînement. On était comme, hey check, j'ai fait tant de mètres par seconde sur mon lift, je te donnais des idées, ok, pourquoi tu mesures ça, etc. Et non. C'était cool, man. C'était cool. Récemment, là, ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne seul. Là. Je pense que depuis que je joue plus au foot, je m'entraîne seul. Puis récemment, je commence à me dire, c'est quand même cool de s'entraîner avec un training partner. Tu sais, d'avoir quelqu'un que tu meet up, tu vas t'entraîner avec, puis d'avoir même ça. Si on n'avait pas le même training. Exact. Tu sais, ça reste que je vais au Elite, puis bien souvent, il y a presque tout le temps quelqu'un que je connais avec qui tu jases un peu, mais d'avoir quelqu'un qui, tu sais, des fois, je sais pas, man, de s'entraîner avec quelqu'un, des fois, vient rendre ça plus agréable, puis peut-être te permet de pousser ça à un autre niveau, puis le seul downside pour moi, ça a été la séance a été vraiment plus longue que ça aurait dû. Ouais, on a glandé, là. On a pris du mais tu sais, en tout cas, toi, je sais pas, mais moi, dans mon plan, j'avais pas de temps de repos prescrit, mettons. Fait que, je suivais les recommandations générales sans suivre les temps de repos, fait que ça me dérangeait pas tant que ça. Oui, j'avais des 2 minutes de pause. Mes 2 minutes étaient plus des 3 et des 4, là, mais comme, c'est pas grave, là. It is what it is. Je pense pas que c'est dramatique. Puis au final, même si mon workout était un peu moins efficace, un peu plus long, on a eu des bonnes conversations, puis ça lead au podcast d'aujourd'hui. Exact. Moi, pour le lancer, peut-être, là, ce que j'aimerais faire, c'est
La semaine passée, j'avais fait un story en... La semaine passée? Ouais, j'avais fait un story en disant que je voulais améliorer, tu sais, rapper mon max rep au bench. Mhm. Puis c'est à ce story-là que tu m'as répondu VBT. Puis là, j'étais comme Velocity Based Training. Tu sais, j'étais même pas sûr que c'était de ça que tu me parlais. Puis c'était un drôle là donc que quand j'ai vu ton message, je venais d'acheter le plan. Tu sais, je venais de prendre le plan que j'avais pris. Fait que c'est ce qui avait mené à cette conversation-là. Pourquoi tu m'as dit VBT quand j'ai dit que je voulais améliorer mon max rep pour 2 plates au bench? Parce que c'est une façon vraiment simple de quantifier ton effort de training en training. Puis là où est-ce que le VPT shine, c'est lorsque tu peux accumuler des données, des data points de semaine en semaine, puis peut-être sur plusieurs workouts par semaine. Fait que, par exemple, si tu benches 1, 2 ou 3 fois par semaine, puis que tu utilises toujours ton VBT tracker, que tu traques toujours la vélocité de tes lifts, ben, tu vas être capable de voir c'est quoi, à quelle vitesse tu bouges telle charge, par exemple, puis être capable après ça de quantifier ton niveau de stress going into a workout. Tu peux quantifier ton progrès en essayant de bouger ta barre plus rapidement, mais en gardant la même charge. Puis ça devient vraiment efficace aussi pour gérer ta quantité de stress overall et balancer ton recovery en contrepartie. Surtout si tu veux t'améliorer sur un mouvement précis. Parce que l'idée, c'est que si tu veux devenir fort au bench press ou si tu veux améliorer ton bench press, ben, tu veux bench presser plusieurs fois par semaine. Okay? C'est pas quelque chose que je fais faire aux athlètes que je coach, mais si c'est ça ton objectif, ben, tu es vraiment plus avantagé d'en faire au moins 2 fois par semaine avec des intensités différentes. Donc, par exemple, une fois en max strength, une fois peut-être en speed, que d'essayer de bencher juste une fois par semaine ton max weight puis terminer avec ton max rep à 2,25. Je comprends. De cette façon-là, probablement que quelqu'un qui se dit hey, je vais augmenter mon max rep à 2 plates, à 225, qu'est-ce qu'il va se dire? Ben, à chaque fois qu'il va terminer son training de bench, ben, il va rapper 2,25 max. Puis il va se dire, je vais pratiquer comme ça. Mais comme cette méthode-là est très fatigante, très dure de recover de cette façon-là. Puis c'est pas juste ta capacité à répéter ton effort, fait que c'est pas juste ton strength endurance qui va influencer ton score à ce test-là, mais ça va être aussi ta force max, ton power. Puis avec le VBT, c'est vraiment facile de cibler certaines qualités sur le même mouvement. OK. Fait que c'était Toi, ça ben, le, c'était yeah, ça le c'est ça. raisonnement de la recommandation. C'était de, si on veut me permettre de bencher plusieurs fois par semaine pour améliorer mon bench, si c'était ça l'objectif réel. Exact, c'est ça. Puis OK. comme, au lieu de t'envoyer le paragraphe comme je t'ai dit, je t'ai juste dit VBT. Ouais, en tout cas. Fait que c'est cool. Si tu vois, je l'essaierai peut-être ensuite. En ce moment, c'est vraiment pas ça la programmation. Je t'avais parlé que j'avais un roulement sur plusieurs jours. J'ai benché cette semaine, puis je pense que je refais pas du flat bench avant dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vais avoir du incline bench puis un overhead press, par exemple. C'est une rotation de mouvement sur X nombre de jours. Fait que c'est pas l'intérêt d'améliorer mon... Le but est pas d'améliorer mon 2 plate max en ce moment. T'as décidé Okay. une nouvelle façon de faire, mais je me posais la question de quelle façon ça m'aidait. Est-ce que... Parce que mon raisonnement à moi, à ce moment-là, quand tu me dis ça, c'est OK, ben est-ce que de développer l'habitude de bouger plus vite va me permettre... Parce que ton 2 plate, il faut qu'il se fasse plus vite. Je pense que je suis pas sûr si c'est toi qui m'en avais parlé, mais quelqu'un qui rep 2 plates, il y a un certain nombre de secondes où est-ce qu'à un moment donné, c'est comme là, ça te frappe. Fait qu'il faut que tu rentres le plus de secondes possible avant. Je pense que c'est comme 40 secondes, quelque chose du genre qu'à partir de 40 secondes, là, ça devient tough d'en faire plus. Fait que réellement, quelqu'un qui va améliorer son 2 plates, d'aller chercher beaucoup de reps au début, puis après ça, ben, tu rentres ce qui te reste comme juice. Là, mais en y allant plus vite, probablement que tu vas accumuler moins de fatigue, tu vas être capable de faire plus de reps plus vite que s'ils sont plus lentes et ainsi de suite. Okay. C'est des bonnes réflexions, mais personnellement, je suis vraiment pas un expert du bench précisément ou du max rep à 2 plates. Je veux dire, pour moi, je le vois juste comme un mouvement de push horizontal puis that's it. Un parmi Wow. tant d'autres. C'est Mm-hmm. juste un outil dans ma banque de movement pattern que je peux utiliser avec un athlète. Puis, ben, je veux dire, l'intérêt pour les joueurs de foot, là,
un des plus gros intérêts pour les joueurs de foot, selon moi, de bench, pratiquer son 2 plates max rep, c'est que si tu veux te rendre loin, plus tu vas monter dans les niveaux, ben plus souvent qu'il va être testé. Tu vas arriver pour jouer CFL, par exemple, ben tu vas aller faire des CFL Combine. Fait que ça va être testé. Tu vas arriver dans un club universitaire, il y a beaucoup de clubs universitaires qui vont reproduire les tests des CFA Combine. Fait que moi, je pense que c'est là le plus gros intérêt, honnêtement. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec sinon, tes qualités de joueur de football, là, je veux dire. C'est pas tout, mal le test puis le moins important. C'est pas le moins important, mais le moins représentatif de ce qui va se translate sur le field versus les autres qu'on voit plus fréquemment, du 40, du T-test, du vert, du broad, et ainsi de suite. Là. yeah, exactement, exactement. Mais écoute, on va rewind back parce que sans le vouloir, on a touché vraiment à ce que moi je pense être les trucs les plus intéressants du VBT, ok, en rafale. Mais on va revenir en arrière. Parle-moi un peu plus de ton training, comment exactement que les zones de vélocité sont utilisées. Puis après, on va partir de là, on va le déconstruire. On va faire un historique aussi du VBT training. Mm-hmm. Fait que la façon dont c'est fait en ce moment, j'ai un training qui est sur... je m'entraîne 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Puis le split actuel est techniquement un push-pull-leg, mais qui, tu sais, c'est push-pull-leg. C'est juste que le prochain leg va à lundi prochain, dans le fond. La façon dont il est décortiqué, c'est aussi que le premier push est un press horizontal, puis le deuxième est un press vertical. Le premier pull est un pull horizontal, le deuxième est un pull vertical. C'est comme ça que le programme est fait en ce moment. En passant, là, c'est un programme que j'ai pris en ligne. Celui-là, c'est pas un coach qui me l'a fait ou quoi que ce soit. C'est un gars que je suivais sur Twitter, puis j'appréciais, j'aimais le contenu qu'il faisait. J'avais envie d'essayer ce qu'il promouvait parce que c'était différent de ce que j'avais l'habitude de faire. En fait. Je voulais expérimenter quelque chose de nouveau. Vraiment pas à dire que c'est le meilleur programme au monde, je le sais pas. Je vais expérimenter avec, c'est pas individualisé à moi, mais honnêtement, semaine 1, je l'adore. J'aime vraiment ça. Yeah. La seule chose, c'est que je te l'avais dit, là, parce que quand on s'est vu, c'était la journée de legs puis de squat. Yeah. Puis il y a un certain moment là après, je sais pas, en tout cas, j'avais beaucoup de séries, là, incluant les warm-up sets. Je pense que j'avais comme 15 sets de squat à faire. Ouais. Mais là-dessus, il y avait vraiment beaucoup de preparation sets. Mais il y a un moment donné, je t'ai dit, là, je vais être défoncé. Puis, next thing you know, hier, je t'ai dit, je suis défoncé. Puis là, je te repasse ce matin, puis je suis encore plus défoncé aujourd'hui. Fait que j'espère honnêtement que ça va passer aujourd'hui. Là, je me demande qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Je carb up un peu plus aujourd'hui juste parce que je vais être fresh pour le ski en fin de semaine. Ouais, Fait que, parce qu'on s'en va en ski, tu vas avoir les jambes lourdes et... ouais, fait que, anyways. Fait que c'est un petit peu ça, la façon dont le programme est fait. En limite, vas-y. Je t'interromps, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? C'est-tu de développer, c'est-tu comme power building? C'est-tu d'augmenter tes charges? À la base, je pourrais l'ouvrir, là, mais à la base, c'est un programme d'hypertrophie. Je pense juste pas que cette première phase-là, c'est purement hypertrophique. Puis il y a vraiment des composantes de performance et tout ça à travers ça, mais la philosophie du coach qui fait ces plans-là, en fait, souvent, là, moi, ce qui m'avait accroché vers son contenu, c'est qu'il parlait beaucoup de faire 8 x 3 au lieu de 3 x 8, puis d'aller chercher des charges qui sont plus lourdes, d'aller chercher un tonnage qui est plus lourd. Fait que au lieu de faire 12 fois 3 x 12, tu fais 12 x 3, par exemple. Au lieu de faire 8 x 4, tu ferais au lieu de faire 4 x 8, tu ferais 8 x 4, et ainsi de suite. Puis la façon dont il appelle, si on veut, cette première phase-là, le titre du plan, en fait, c'est The Low Rep Per Set Guide to Myofibril Strength and Hypertrophy. OK. Puis, That's a mouthful. Ouais, that's a mouthful. Puis là, il est séparé en plusieurs phases de 3 semaines, dans le fond. Fait que là, j'ai comme un plan de 12 semaines. Puis la première phase, qui appelle lui le volume 1, c'est Explosive Strength. OK. C'est quoi les phases qui suivent? La phase qui suit, je l'ai sorti. La deuxième, c'est des paused reps. OK. La phase qui suit, c'est Primary Strength. Puis la phase qui... Ah, ben c'est ma dernière phase, en fait. C'est 9 semaines, si je ne me trompe pas, le plan que j'ai pris finalement.
OK. Fait que ensuite, c'est Primary Strength. Puis là, après ça, le prochain plan, si j'ai envie de continuer, il y a il y a comme le volume 4, 5, 6 qui existe aussi, que j'ai pas pour le moment. OK, intéressant. Tu vois, c'est vraiment contraire au type de progression que j'ai l'habitude d'utiliser, dans le sens que lui, il part de quelque chose, j'ai l'impression, avec plus de vitesse, plus de power, puis il s'en va Ouais. vers quelque chose de plus lent, si on veut, puis de plus lourd. Fait que Ouais. Moi aussi, c'est c'est l'opposé comme, de ce que j'ai vu habituellement. c'est l'opposé, puis comme, je veux dire, ta progression va dicter ton adaptation. Fait que si lui, dans son training, le but c'est de lever de plus en plus lourd ou d'avoir de plus en plus de tension mécanique ou de temps sous tension, puis plus de volume, ben, ça peut faire du sens de partir de quelque chose qui a plus de vitesse, qui a moins de volume, qui est plus en power, qui va soutenir, si on veut, les autres systèmes. Euh, pour des athlètes, ben, c'est plutôt l'inverse. Dans le sens que ce qui va se transférer le plus facilement vers tes qualités explosives, de jump, de sprint, d'accel, ça va être ce que tu fais en vitesse dans le gym. Fait que je veux dire, c'est Exact. beaucoup plus dur de transférer ta force max là, brute Mhm. sur un squat vers le field si tu passes pas par des mouvements explosifs pour faire le bridge entre les deux. Exact. Pourquoi dans le monde du foot, on voit souvent la progression typique est comme hypertrophie, force, power, Mm-hmm. peu importe, là, qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que plus la saison approche, ben, plus tu voudrais être dans le power, dans l'explosivité, puis tout ça. Yeah, yeah. Puis comme honnêtement là, on pourrait faire un épisode, on fera un épisode complet là, sur la périodisation où ça va être un peu plus geek puis nerdy pour comment planifier les phases d'entraînement. Mhm. Mais ce qu'il faut garder en tête là, on parle de hypertrophie, power, etc. Mais comme chaque qualité, selon moi, athlétique, donc ta force, ta puissance, ta vitesse, doit être maintenue au minimum ou touchée à quelque part dans ton training, peu importe si tu favorises un volume ou une intensité. Tu veux pas être juste purement en hypertrophie. Tu veux pas juste être purement en force, purement en power. Parce que si tu y vas de cette façon-là, par exemple, tu fais hypertrophie, force, puissance, vitesse, mais au moment que tu es rendu à ta force de vitesse, tu risques de perdre la masse musculaire parce que ton training est plus suffisant pour stimuler ton hypertrophie. Fait que c'est comme ça fait très longtemps que je connais vraiment pas beaucoup de coachs. J'en connais, je veux pas les nommer, mais je connais vraiment plus beaucoup de coachs qui utilisent un mode de progression purement linéaire, Mhm. honnêtement. Puis si tu es un coach ou tu es coaché, tu as de la chance d'avoir une planification qui est one-on-one, là, qui est purement pour toi. Je vois ça plutôt en trois catégories. Donc, c'est d'entraîner tes limiters. Donc, c'est ton bottleneck, comment dire en français, ton maillon faible. Donc, tu identifies dans ta vitesse, par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux pas courir plus vite. Parce que tu as un manque de réactivité au niveau du lower leg, parce que tu manques de puissance, parce que tu manques de force. Puis plus tu es tôt dans ta préparation physique, plus tu veux passer de temps sur tes limiteurs personnels à toi pour bridger ton maillon faible, puis t'en aller vers du sport spécifique. Puis le sport spécifique, le plus spécifique, ça va être ton sport, donc Mhm. ton camp de printemps ou whatever. Mais nous, en tant que préparateur physique, après ça, on peut travailler sur ce qu'on va appeler ce que j'appelle des mouvements ou des phases plus de bridge. Fait que, par exemple, au début de ton training, tu vas être 80% dans tes limiteurs ou tu travailles sur tes points faibles. Exemple, j'ai besoin de masse musculaire parce que je suis chico. Puis je me fais brasser, ben, je vais peut-être passer plus de temps sur l'hypertrophie. Puis peut-être 20% de bridge pour m'assurer que je travaille quand même ma puissance puis ma vitesse pour pas perdre ces acquis-là. Puis plus j'avance dans mes phases, ben, plus je m'en vais vers du bridge, donc peut-être 50-50. Puis quand je suis juste avant la saison, ben, je veux dire, c'est plus le temps de faire de l'hypertrophie si toi, tu manques de masse musculaire ou de la force max si tu manques de force. Parce que tu seras pas prêt pour jouer ta saison. Fait que tu vas peut-être être quand même à 20% sur tes limiteurs pour être sûr que tu continues de travailler des points faibles, mais 60% de bridge, puis là, tu commences tes pratiques de foot. Fait que 20% de sport spécifique. Mhm. Ben, c'est une parenthèse, je pense, intéressante à faire. On la ferme.
Ok, j'allais pousser par là. Ça sera pour une autre fois, mais On va c'est continuer, on continue. ok, cool. Parce que ça sera pour une autre fois, mais moi, la première question qui me vient en tête, si je suis un joueur de foot à ce moment-là, c'est comment je sais c'est quoi, moi, mon facteur limitant? C'est une bonne question. L'idéal, c'est que tu as des coachs qui comprennent les demandes de ton sport, qui comprennent ton rôle dans l'équipe ou à ta position. Mais c'est pas si compliqué que ça, là, dans le sens, tout le monde se connaît un petit peu en tant qu'athlète, là. Je veux dire, exemple, ça va dépendre de ta position, de ton niveau, mais exemple, je suis un linebacker, puis je m'en vais, je suis un DN, puis je m'en vais jouer universitaire, puis je fais 175 livres. Mais je suis agile, j'ai une bonne explosion, j'ai un bon take-off. Ben, probablement que pour passer correctement au prochain niveau, il va te manquer un petit peu de strain et de poids sur la ligne parce que tu vas te faire washer par les tackles parce que les exigences au prochain niveau sont vraiment plus grandes à ce niveau-là. Fait que, pour ta performance au foot à ce moment-là, tu vas peut-être bénéficier d'un peu plus de training qui va te faire prendre de la masse musculaire, de la force, du power que tu vas pouvoir transférer sur le field sans perdre ce qui fait de toi un bon joueur de foot non plus. C'est ça, faut faire Mhm. attention aussi. Ouais, 100%. Je l'ai vu ces temps-ci, là. Il y a beaucoup de gars qui nous parlent qui veulent prendre 30 livres dans l'off-season. C'est comme, je comprends que t'étais pas assez gros, mais t'as pas besoin d'être le plus gros à ta position de l'an prochain. Non, c'est ça. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas, par exemple, pour notre DN de 175 livres, c'est pas qu'il devienne un DN de 240 physique. Probablement que lui a été recruté parce que il est vite, il doit avoir un bon pass rush, il est capable d'éviter les blocs. Il faut que ça reste sa force. Mais peut-être que s'il se rend à 175 à 205 livres, c'est beaucoup, là, mais Mettons. mettons qu'il se rend à 205 livres, mais il ne faut pas que ça nuise à ses autres qualités qui font de lui un bon joueur de foot. Parce que sinon, il va être undersize, puis il va être moins vite. Comme rendu là, comment est-ce qu'il va se démarquer sur le field? L'idée, c'est juste de se dire, OK, c'est quoi le low-hanging fruit? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir stepper ma game le plus facilement possible? Puis inversement, ça peut être l'inverse, là. Ça peut être un Mike Backer, que lui a toujours joué physique collégial. Un plug de gap. Un gars qui joue from A to B gap. C'est la course et C gap. Il est là pour le cutback. Peut-être. Ben lui, probablement qu'il bénéficierait de peut-être lean down, peut-être être plus agile, peut-être plus rapide, surtout s'il s'en va universitaire, puis s'est rendu du 3-down football. C'est beaucoup plus dans l'espace, puis qu'il va peut-être jouer sur Teams. Ben là, lui, ça va être l'inverse. Ça va être l'inverse. Lui, OK, dès le début de son off-season, pas besoin de travailler sur son hypertrophie. On va en faire, son training va maintenir, on va s'assurer que son training maintienne sa masse musculaire pour pas qu'il devienne chico, parce qu'on veut qu'il reste physique. Mais on va essayer de le rendre plus élastique, plus explosif, plus rapide. Énorme. Peut-être qu'il va leaner, perdre un peu de poids. Fait comme, ça dépend. C'est pas si compliqué à identifier, là. Je veux dire, Tu le sais. Ouais. tu le sais, là. Puis si tu le sais pas, demande à quelqu'un qui connaît ça un peu puis il va être capable de te le dire. Non, exact. Puis je veux dire, c'est pas si compliqué à identifier pour un sport comme un team sport comme le football, là. C'est bien plus dur à identifier si, par exemple, t'es un sport, tu fais, pour d'autres types de sports, style, moi je fais du marathon, du triathlon de compétition. C'est un sport d'endurance. Mais tes limiteurs, à ce moment-là, dans tes sports d'endurance, ont des racines physiologiques beaucoup plus complexes à analyser. Tu peux être limité au niveau de ton système respiratoire. Tu peux être limité au niveau de ton output cardiaque, donc de ton système cardiovasculaire. Tu peux être limité au niveau de l'utilisation de l'oxygène local, fait qu'au niveau de tes muscles. Puis ça, honnêtement, c'est vraiment plus compliqué à identifier. Interesting. Let's get back to VBT. Yeah. So, parle-moi des zones que tu cibles dans tes trainings. L'exemple, on va prendre le training qu'on a fait ensemble. Pour le squat. Fait que la journée de squat, techniquement, j'avais 2 petits mouvements au départ qui étaient des mouvements de warm-up. Là. Puis après ça, je suis rentré dans mon back squat qui était mon mouvement de VBT de la journée. Cette journée-là, là, j'avais mes 5 premiers sets qui étaient des sets de
des prep sets, là, des sets de préparation où est-ce que je faisais entre 6, 4 et 1 rep pour le dernier à plus d'1 mètre seconde en vitesse. Fait que là, c'était des charges qui étaient prédéterminées. Les premières étaient super légères, t'as comme 30% de ce qui était mon 1RM qui était estimé, parce qu'honnêtement, j'ai pas mesuré mes 1RM avant. Aujourd'hui, cette semaine, j'étais vraiment en mode, ben, j'y vais selon mes estimés, puis ben, ça va me donner une idée pour les prochaines sessions. Good stuff. Puis, à partir de là, dans le fond, j'avais des sets à plus d'1 mètre seconde. Puis pour moi, tu sais, tu me disais bouge à plus d'1 mètre seconde, j'avais aucune idée c'était quoi. Pour le vrai, là, j'ai jamais porté attention à ça. Ça fait un certain moment où est-ce que, tu sais, je m'entraîne soit en force, soit en hypertrophie, où est-ce que, tu sais, la vitesse à laquelle je bougeais à la barre n'était pas nécessairement importante. Les seules fois que j'ai vraiment bougé rapidement dans mes derniers trainings, dans mes derniers mois de training, étaient des fois où j'avais des mouvements, c'est des sauts, des mouvements qui étaient faits pour être explosifs, mais sinon, sur un bench, sur un squat, sur un deal. Tes sauts étaient peut-être à haute vélocité. C'était pas smooth. Pas smooth, mais man, j'ai genre 37 de vert. 37! Divisé par 2. Mais anyways, fait que c'était ça la première partie du training. Après ça, j'avais 7 ou 8 séries où est-ce que là, je chargeais un petit peu plus, puis il fallait que je bouge entre 0.5 et 0.75 mètres secondes. Fait qu'encore une fois, je setais mon petit device sur le côté, puis là, je bougeais à cette vitesse-là. C'était toutes des séries de 3, puis la dernière était une série de 1. Puis la façon dont je gérais ma charge, parce que pour vrai, je le savais pas, puis je peux pas juste fonctionner avec des pourcentages, c'est la charge que j'ai là, est-ce que je bouge dans le bon range de vitesse? Puis ce qui se passait au début, je pense que j'ai sous-estimé mon 1RM, ce qui faisait que j'étais plus bas, puis je bougeais plus vite que le temps prescrit à chacune des séries. Fait que je te donne un exemple, mes premières séries, ben, parce que j'ai pas mon programme papier, parce que là, je l'ai rempli papier pendant mon programme, mais par exemple, mes premières séries de 3, on va dire, j'étais à 240 livres, puis je bougeais à 0.8 ou 0.9 mètres secondes. Fait que là, ben, je me dis, OK, ben, je vais augmenter la charge pour être dans le range qui est le range targeted. Yep. So, t'avais des... au lieu de dire, par exemple, OK, tu bouges à telle intensité de ton one rep max, c'était plutôt tu gageais ton intensité avec la vitesse de ta barre. Exactement. Et l'idée, c'est que normalement, moins tu as de charge sur ton mouvement, plus vite tu vas être capable de bouger ton exact. Puis l'intention à chacun des sets, pour moi, peu importe la charge, c'était de la bouger le plus vite possible. Okay. En tout cas, j'avais pas d'écouteurs sur moi, puis j'ai hâte d'en avoir parce que tu m'as montré l'option du feedback, puis tu sais, de le savoir, puis de venir compete avec ça. Mais tu sais, c'était vraiment comme ça. Je le bougeais le plus vite possible. Puis ce que je me suis rendu compte en le faisant, c'est que plus c'est lourd, plus la phase excentrique était un petit peu plus lente et contrôlée. Tu pouvais pas juste aller aussi vite avec 260 que j'allais avec 135, mettons. C'est normal. C'est normal, puis c'est une des raisons pourquoi je prescris pas de tempo de concentrique et d'excentrique. Parce que, comme, de base, je veux que le concentrique se fasse le plus rapidement possible dans comme la plupart de ce que je prescris. Mais plus tu vas charger lourd, plus le concentrique et l'excentrique va naturellement être lent. Fait que tu vas être obligé de bouger la barre plus lentement pour être en contrôle. Fait comme, la seule place où est-ce que je vais prescrire des tempos, c'est les pauses at depth, donc dans la position où est-ce que tu es stretch ou en fin de contraction. Fait comme, puis je laisse la charge après ça dicter le tempo concentrique et excentrique pour mes athlètes. Tu vois, tu m'aurais dit ça. Tu m'aurais dit ça il y a un certain temps. Je t'aurais dit, bam, t'es cave, man. T'as pas assez de temps sous tension, peu importe. Puis finalement, je pense qu'on s'en crisse. Honnêtement, on s'en crisse. Pour le vrai. Il y a encore plein de coachs qui utilisent ça. OK? Puis il y a des coachs, peut-être, je sais pas s'il y a des coachs qui nous écoutent, mais il y en a assurément, s'ils nous écoutaient, ils nous entendraient dire ça, là, puis ils seraient vraiment pas d'accord. Je pense Charles Poliquin, il est en train de revivre puis sortir de sa tombe. Là. Il nous entend, puis... R.I.P. Mais... So, le temps sous tension, je pense, ça a été populaire à une certaine époque. Je pense que ça a été plus comme trendy puis popularisé par des coachs style Charles Poliquin, mais pour quantifier justement ton temps sous tension totale, mais honnêtement,
je vois vraiment pas l'intérêt de le faire. Si c'est pour l'hypertrophie, par exemple, ben, on a parlé de l'épisode sur l'hypertrophie. Honnêtement, les paramètres que tu as besoin pour avoir l'hypertrophie sont vraiment pas si compliqués que ça. OK? Juste pour le summarize, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, tout ce que tu as besoin pour avoir l'hypertrophie, là, c'est assez de tension mécanique et assez de volume. Mais pas nécessairement dans un set, mais un volume total dans ta semaine. Puis après, si tu as des trainings où est-ce que tu as moins de volume, ben, tu peux compenser avec plus de workout par semaine, plus de fréquence. So, anywhere from 4 à 30 reps par set, par série, tu peux avoir de l'hypertrophie. Tu fais du vélo de route, tu peux avoir de l'hypertrophie. Tu fais des séries de force avec 5 reps max, tu peux avoir de l'hypertrophie. Il faut juste que tu aies un effort qui est suffisant pour avoir assez de tension mécanique et assez de volume. So, comme pour le time under tension. En dedans de 30 secondes, c'est quoi de la tension mécanique? La tension mécanique, c'est simplement lorsque tu contractes un muscle, il va sentir le fait que tes fibres se contractent ou sont étirées ou une combinaison des deux. Puis plus que tu vas forcer fort, plus que tu vas avoir de tension mécanique. Fait que plus il y a de charge, techniquement, plus tu vas avoir de tension mécanique parce que ton muscle doit forcer plus fort pour la même contraction. Exactement. Puis après ça, si par exemple tu fais un stretch, tu as une tension mécanique qui est là, mais qui est passive, plutôt une tension qui va être passive. Donc si tu fais un stretch juste avec ton body weight, la tension totale va être moins haute que si tu prends un dumbbell press et que tu prends une pause de 5 secondes là-dedans. Là, tu vas avoir énormément de tension mécanique et de tension passive. Ça peut te donner vraiment des stimuli intéressants là, pour l'hypertrophie. Puis, autre parenthèse, j'ai appris récemment que la tension passive, donc par exemple, as-tu déjà entendu parler des études où est-ce qu'il prenait des souris puis il les gardait étirées pendant genre 1 heure puis qu'il y avait de l'hypertrophie suite à ça? Ça me dit de quoi, mais pas tant que ça. Il y a un style de training avec lequel j'ai expérimenté là, il y a très longtemps. C'était Mad Dog Training. Puis lui, c'était un bodybuilder. C'était John Madsen, c'est ça? Je pense que oui. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait, à la fin de ses sets, il y avait une méthode d'entraînement là, qui prenait des pauses de genre 30 secondes avec fucking low. Fait qu'il faisait, mettons, du dumbbell press. Dernière série, dernière rep, il gardait ses weights le plus deep possible, le plus longtemps possible. Failure. J'ai fait ça en 2019. C'était des programmes de Christian Thibodeau que je faisais. Puis il y a une phase qui utilisait ça. Dans le fond, là, tu faisais une série de... Je te donne un exemple, lat pull down, tu fais tes reps, puis après ça, tu gardes le stretch de ton lat pull down. Ouais. Ben écoute, man, pour l'avoir essayé, là, c'est crazy, man. Tu deviens tellement sore, là, c'est fou. Mais comme, l'idée, c'est basé, entre autres, sur ces recherches-là, qui ont été faites principalement sur des animaux, où est-ce que des souris étaient gardées dans un stretch vraiment intense, vraiment longtemps, puis ils ont remarqué que même sans lift, faisait pas lift des poids des souris, mais ils ont remarqué qu'il y avait une hypertrophie. Puis récemment, ce que j'ai lu, c'est que l'hypertrophie peut être engendrée suite à un stretch intense. Je voudrais tellement pas être ces souris-là. Là. Ah, les pauvres. On rit, mais c'est tellement pas... Tu sais, je dis, man, imagine, là, tu me prends, là, tu m'accroches par les bras, par les pieds, puis tu me gardes là pendant 1 heure étiré, là. C'était quelque chose de crazy de même, là. Comme tirer ses bouts. Tirer ses bouts. La souris sans Christ, là, de son gain d'hypertrophie, là, genre, non. Pas besoin d'être plus jack, là. Mais c'était vraiment... Mais, pauvre elle, merci à ces souris-là. Ce qu'on a découvert, c'est que l'hypertrophie suite à ces stretches-là était beaucoup dû au fait que les fibres musculaires s'allongeaient. Donc, tu peux avoir une hypertrophie basically là, de deux façons différentes. C'est pas myofibrile ou sarcoplasmique. Là. C'est soit ta fibre peut s'allonger, donc ta cellule devient plus longue, ou elle peut devenir plus volumineuse. Okay? Donc, tes fibres musculaires ensemble, ton muscle va devenir plus volumineux. Mais de garder un stretch, la tension passive va
va favoriser le type d'hypertrophie où est-ce que tes fibres vont devenir plus longues. OK? Puis cette type d'hypertrophie-là arrive plus rapidement aussi chez les newbies que l'autre type d'hypertrophie. Fait que c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment intéressant. So, par exemple, si tu recommences à t'entraîner, OK, mettons, l'hiver va être passé là, quand l'épisode va sortir, mais tu recommences à t'entraîner, tu veux faire un peu d'hypertrophie, tu veux te réhabituer à ton training, moi je te conseille vraiment de pas nécessairement prendre plus lourd ou de faire des séries plus longues. Tu peux faire des séries de 6, 7, 8, puis pas des séries de 7. Des séries de 7, c'est rien. Fait que soit des séries de 6 ou des séries de 8. C'est honnêtement des séries de 7. Moi, il y a un jour là, où je vais juste faire des séries de genre 7, 9, 11. Puis je vais juste... Matt, non, tu peux pas. Tu vas tomber, man, dans le trou noir du training, man, tu vas rien entraîner. Soit tu vas sous-stimuler la force, ou tu vas sur-stimuler l'hypertrophie. Non, ça marche pas. Tu peux pas. C'est impossible. Rébellion, on fait juste des séries avec des chiffres impairs. Puis c'est pas 3 puis 5. Non, 3 puis 5, c'est chill. 3 puis 5, c'est great stuff. I love 3 and 5. So, moi, je te conseillerais de faire tes premières phases d'entraînement avec pas nécessairement plus lourd, mais de miser plus sur le stress où est-ce que tu vas prendre des tempos avec des pauses adeptes pour avoir plus de tension passive dans ton training overall. Puis tu vas aller chercher peut-être un peu plus d'hypertrophie due par l'allongement de tes fibres musculaires, ce qui est vraiment une bonne chose aussi pour ta flexibilité, ta mobilité. C'est ça, j'allais dire. Et donc ta qualité de mouvement, la préparation de tes tissus pour les autres phases. Puis après, si tu veux, tu fais ça pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Après ça, si tu as encore besoin de builder un peu de size, ben là, change un petit peu de tempo. Mais au moins, tu vas être allé chercher ces gains-là qui seront plus rapides en début de training, si on veut. Interesting. On touche un paquet de choses, mais là, on va get back au VPT. Puis, ouais. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. On a une tendance à s'écarter. Non, VBT, là, tu avais des speed zones précises pour ton squat. Est-ce que c'était les mêmes speed zones pour lorsque tu as fait ton training d'upper body en bench? C'était très, très similaire, les zones. Le nombre de séries totales était différent, mais les zones étaient les mêmes. Toi, tu me parlais qu'il y a des zones, des fois, selon le mouvement, puis des vitesses à viser selon le mouvement, peut-être. Moi, la façon dont c'était fait là, c'était la même chose. Fait que, je pense que peut-être que je l'ai mal compris, là, mais la façon dont moi je le voyais, c'était la zone était là pour dicter la charge plus que. Écoute, on va commencer là. Première chose, la chose la plus intéressante de tracker la vitesse de ta barre. Nous, on le fait avec notre téléphone puis une application qui le fait en temps réel. Donc, c'est comme ça filme et il y a un algorithme qui calcule avec le diamètre des plates, la vitesse de ta barre, puis ça te donne ton feedback de la vitesse de ta barre en temps réel. Mais tu sais, je veux dire, il y a un paquet de trackers différents pour le VBT. Là. Mm-hmm. Mais le plus intéressant, c'est d'avoir un feedback en temps réel. Un feedback externe. Donc, un exemple de feedback externe plus tangible, c'est je fais un saut vertical, j'essaie de toucher le plus haut possible sur le mur. On va tout le temps à Steph faire des trucs comme ça. Yep. Puis la raison est simple, c'est qu'un feedback externe, donc pas quelque chose d'interne. Pas, mettons, j'essaie de sauter le plus haut possible, mais je le sais pas vraiment. J'y vois juste à mon feeling. Quelque chose qui dit, OK, oui, j'ai touché plus haut. Ou, hey, j'ai bougé la barre plus vite. C'est le meilleur type de feedback que tu peux avoir qui va te donner le plus de résultats rapides. Dans le sens que ça va venir chercher de quoi psychologique en dedans de toi qui est comme, OK, j'essaie d'aller chercher un peu plus haut. J'essaie d'aller chercher une meilleure intensité, une meilleure vitesse. Okay? Mm-hmm. Puis c'est fort. Ça a été étudié à maintes et maintes reprises dans la littérature scientifique. C'est extrêmement puissant comme type de feedback. Ça va, je veux dire, tu cherches un truc là, pour augmenter la performance à tes trainings, cherche une façon d'avoir un feedback externe. Donc, quelque chose qui te dit que oui, cette rep-là, j'ai été plus haut. Ou oui, cette rep-là, j'ai bougé plus vite.
OK. Moi, le contre-exemple à ça, là, qui me vient en tête, puis peut-être que t'es pas d'accord, mais le contre-exemple qui me vient à ça, c'est faire des box jumps le plus haut possible pour sauter plus haut. Tu sais, souvent, tu vois juste... La façon dont je le vois souvent avec des box jumps, c'est qu'il y en a que ça devient juste tellement un exercice de juste comme à quel point tu peux fléchir puis lever tes jambes, tes pieds hauts pour atteindre la boîte la plus haute. Il y a des fois, je me dis, bon, ben, je vois l'intérêt, mais je pense que c'est mal utilisé des fois de cette façon-là, non? Ça dépend comment tu veux utiliser ton box jump. Je veux dire, l'idée de base d'un box jump, c'est d'enlever la phase excentrique puis le landing Du saut. de ton saut. Fait que tu sautes sur la boîte et tu step down tranquillement. Fait que Tu la sautes, pire tu affaire, sautes c'est le pas en monde bas. qui... Ça, on le voit tellement. Le monde qui font des box jumps puis qui sautent en bas, c'est comme, ok, ben, t'as pas Ben, compris. je veux dire, tant qu'à faire ça, saute par-dessus une haie. Tu sais. Ouais. Moi, c'est ce que j'utiliserais à la place. Au lieu de sauter sur une boîte comme Mhm. feedback externe. Mais je veux dire, si il y a quand même une valeur à sauter puis tout de suite enchaîner ton mouvement avec une flexion. Dans le sens que les mouvements athlétiques sont rarement isolés. C'est rarement, mettons, je saute le plus haut possible puis mes jambes restent straight dans les airs. Tu sais, ça va arriver, Mhm. mettons, sur un jump ball, mais quand tu sprintes, une action explosive est toujours suivie de la contraction, si on veut. Fait que, Mhm. mettons, tu as une jambe qui fléchit, tu as une jambe qui est en extension. Fait que ça vient chercher une composante de contraction, relaxation rapide qui est vraiment intéressant pour les entraînements athlétiques. Mhm. Personnellement, j'aime mieux utiliser les hurdles pour ça, ou des sauts cycliques. Mais si quelqu'un veut le faire avec un box jump, je veux dire, c'est correct aussi. C'est pas si grave. Là. Au début, là, j'étais comme, je suis un peu comme ce qu'on disait là. Pour moi, les box jumps, c'était simplement pour enlever la réception. Mais comme, Mhm. honnêtement, looking back, si quelqu'un veut utiliser le box jump pour se dire, OK, je saute de plus en plus haut, puis j'ai ça comme objectif externe, je pense qu'il y a une valeur aussi. Je pense qu'il y a une Ok. valeur aussi. Fait que c'est pas. Ouais. C'est Fait juste que ça. tout ça C'est pas pour ça. dire d'avoir un metric externe qui te donne le feedback là, à chacune des reps, peu importe, va t'aider à peut-être augmenter l'intensité, t'assurer d'avoir une intention de bouger le plus vite possible, dans le fond. Ça va augmenter l'intensité de ton mouvement, puis ça va te donner la bonne intention. Dans le sens que si ta métrique, c'est basé sur la vitesse, ben, ça va te dire de bouger le plus vite possible. Ça, c'est hyper intéressant pour un athlète. Versus Mhm. si tu n'avais pas tracké ta vitesse, mais que tu avais utilisé exactement les mêmes poids pour ton training de squat, puis que tu avais suivi les reps, ben, ça aurait été plus léger, donc probablement que tu aurais juste bougé moins vite la barre. Mhm. Donc, tu serais allé chercher une intensité moins haute. Okay? On se Mhm. souvient que la puissance, c'est la force pour la vitesse, ou la force, c'est la masse pour l'accélération. Fait que ta composante de vitesse va jouer sur l'intensité totale. C'est pas juste le poids que tu bouges. À quelle Mhm. vitesse tu bouges cette barre-là va influencer le output. Je comprends. Donc, je le répète une dernière fois, là, mais la valeur principale du VBT, c'est d'avoir un feedback externe. Puis là, tu peux l'utiliser soit pour dire je bouge la même charge, mais j'essaie de la bouger de plus en plus vite. Ou euh, tu peux dire je veux bouger une charge de plus en plus lourde, mais Garder la même vitesse. garder la même vitesse, par exemple. Ça peut être fait d'un paquet de façons. Fait que ce qui me manque réellement dans mes sessions de cette semaine, c'est des écouteurs pour avoir le feedback immédiat. Tu sais, je l'avais après Yep. parce que je finissais ma série puis j'allais voir à toutes les fois puis je notais mon average. Il y a plusieurs choses Ouais. qu'on pourrait noter. Moi, je notais le average. Mais fait que, tu sais, j'avais un feedback externe après la série qui me donnait une idée pour les séries qui suivaient. Mais les séries qui suivaient, par contre, avoir des écouteurs puis de l'avoir à chaque rep aurait pu m'aider à améliorer mes performances, voir ok, ben, je suis capable d'aller plus vite que la rep précédente, par exemple. Exact. Ça aurait été une coche de plus. Une Mhm. coche de plus. Puis l'app qu'on utilise, Metric VPT, vraiment nice pour ça. Elle te donne le feedback en temps réel, rep par rep. Fait que, mettons, tu bouges Ouais. la barre, puis il y a une petite voix qui va te dire 0.72, 1.25. 0.75, 0.68. Exact, exact. Sur ça, c'est le numéro un. Là, où est-ce qu'il faut faire attention? Tu Google VBT. 90% des pages puis des blog posts qui vont te sortir 5 zones de vitesse à target avec des qualités. Fait que, par exemple, mettons, dans le plus vite
tu vas avoir le speed strength, puis dans le plus lent, tu vas avoir ton absolute strength. Mais le problème avec ces zones-là, c'est qu'ils ne prennent pas en considération le fait que chaque mouvement a une vélocité complètement différente. Tu peux pas utiliser ces zones-là et espérer avoir les mêmes adaptations. OK? Si tu fais du bench, flat, et que tu utilises les mêmes speed zones pour un snatch. OK. Un snatch beaucoup plus vite de nature, un bench beaucoup plus lent de nature. OK? Puis aussi, il faut prendre en considération le range of motion total. Mais comme, c'est le même principe pour un squat et un bench. Fait que tu sais, comme quelque chose que j'aime un peu moins du programme que tu as en ce moment, c'est que tu as le même target de speed pour ton squat que ton bench. Beaucoup plus facile au squat d'atteindre une vélocité de 1 mètre seconde qu'au bench. Fait que tu peux probablement aller chercher des intensités plus hautes pour aller chercher ton 1 mètre seconde au squat versus le bench. 1 mètre seconde au bench, c'est quand même vite pour le vrai. OK, ben oui. En tout cas, à 1 mètre seconde, là, je veux dire, c'était des charges qui étaient très légères, mais j'ai détesté. Dans ma semaine, là, c'est la seule affaire que j'ai détesté parce que je benchais puis c'était tellement light que tu veux mettre le plus de power possible en poussant, puis mon dos venait décoller du banc. Tu sais, c'est quasiment comme si je me lançais en bas du banc, puis c'était vraiment out of control, puis ça, c'est la seule partie que j'ai pas aimé de mon training cette semaine. Probablement que pour garder un peu la même intention, faudrait... Puis, je suis pas un expert pour chaque mouvement, mais ceux qui sont très calés en VBT vont connaître ces metrics-là, ils les ont étudiés, puis ils vont être capables de dire, OK, ben pour le bench, ton power zone, si on veut, va être plutôt en telle et telle vitesse. Mais le problème aussi d'utiliser seulement le mouvement, c'est que on perd l'individualisation et le profil de force-vitesse de chaque individu. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est très explosif va être capable de bouger des charges à intensité fixe plus rapidement, mais son max, il va le bouger relativement vite versus quelqu'un qui est plus fort, mais moins explosif. Okay? Mm-hmm. Donc, concrètement, le meilleur exemple, ça va être le powerlifter. Okay? Un powerlifter va probablement être capable de bouger de 80 à 100% de son max à une vitesse qui va être similaire, mais qui va être plus lente qu'un athlète qui, lui, son 80 à 100%, ben son 80%, il va le bouger beaucoup plus vite que son 100%. Mm-hmm. Est-ce que c'était bien imagé? Ça faisait du sens? Moi, je le vois, en tout cas. Là, fait que... We good! We good! Fait l'idéal, ça serait de voir, OK, ben, avant de commencer ton training, toi, Matt, ta première semaine, on va dessiner ton force velocity curve pour les mouvements que tu vas entraîner. Puis là, on va avoir une meilleure idée, donc précisément des speed zones en termes de mètres par seconde. Mm-hmm. Mais ça, c'est quand même complexe. Puis il y a des façons vraiment plus simples d'utiliser les zones de vélocité que moi, personnellement, j'aime plus et que j'utilise pour avoir le même effet. Okay? Fait que les nouvelles zones, si on veut, là, je me base justement sur le coach et scientifique qui a fait la VBT Coach. Donc, c'est de lui que ça vient. Lui, il sépare, c'est ce que je t'ai envoyé là, par IG, il sépare ça plutôt, au lieu d'avoir un graphique où est-ce que tu as un axe qui est ta vélocité, ben, lui, il utilise un axe qui est ton intensité par rapport à ta charge max. OK? Puis, donc, par exemple, au lieu de travailler de 1 mètre seconde à 0.15 mètres seconde, travaille de 10% de ton max à 100% de ton max. Puis il dit, si tu veux travailler en speed, t'es mieux d'utiliser une charge de 0 à 40%, puis d'essayer de la bouger le plus vite possible. Ouais. Okay? Mais tu vois, ça, je les ai aussi, les pourcentages. C'est juste que je les ai pas tant utilisés parce que je les connaissais pas, mes 1RM. Mm-hmm. Puis par la suite, on va y revenir. En power, ben, t'es mieux de bouger de 40 à 80% de ton max, puis de bouger la charge le plus vite possible. Puis en max train, 80 à 100% de ton max, puis de bouger le plus vite possible. OK? Donc ça, c'est le premier layer, là, si on veut, qui établit un bon système de VBT, c'est d'utiliser ces zones-là à la place.
Puis ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des mouvements, entre 40 et 80%, si tu bouges le plus vite possible, c'est là que tu vas avoir ton max power. Donc, le maximum de power output en watts lorsque tu multiplies la force de ton mouvement par sa vitesse. Mhm. Alors que quand tu es en force max, ben souvent, c'est pas les mouvements avec le plus de power parce que là, ta vélocité commence à descendre. Ouais. Puis en speed, c'est que là, tu veux miser sur la vitesse, mais tu vas avoir moins de power, moins de force parce que tu vas avoir moins de charge, mais au moins, tu vas pouvoir bouger plus rapidement. Mhm. Puis après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est nos zones de base, si on veut, qui sont beaucoup plus intéressantes pour cibler des adaptations. Mais chaque mouvement précis va être mieux pour travailler en power ou en strength ou en speed. Donc, par exemple, un mouvement balistique. OK, donc un mouvement balistique, c'est un mouvement que j'ai pas à ralentir. Donc, je lance un ballon, je saute, je sprint. Va être beaucoup plus intéressant pour travailler ton speed, ta vitesse de contraction de tes fibres musculaires ou la vitesse que tu peux avoir dans un mouvement ou la vitesse à laquelle tu peux bouger ton centre de masse ou tu peux lancer un ballon que un squat, par exemple. Puis un squat, même si tu le bouges très très vite, ben, tu ne seras pas réellement en speed. Tu sais, un squat vraiment vite, là, c'est à quelle vitesse ça va? Je faisais des trap bar jump squat, puis j'allais à environ 1.6. Fait que j'étais en bas de 2 mètres secondes. J'étais à peu près maximum, on va dire 1.75 mètres secondes. C'est un mouvement que j'ai l'impression d'aller vite. Je saute, je décolle. C'est balistique. Et si tu compares ça à un sprint, ben, tu peux atteindre des vélocités de 10 mètres secondes. Mhm. Qu'est-ce qui est réellement en speed à ce moment-là? 10 mètres secondes, c'est vite en crème. 10 mètres secondes, c'est vite. Mais là, tu vas à 8 mètres secondes. J'étais là, puis je faisais le calcul par là, tu sais, 10 mètres secondes, c'est vite en tabarnak. 10 mètres secondes, c'est vite. C'est un standard de track and field. C'est comme, tu veux minimum avoir ton 10 mètres secondes. Puis des vrai? athlètes fucking vite. En top dans speed. 11 mètres secondes. En top speed. En top speed. Ouais, parce que tu sais, je pense, non, mais je pense à un 100 mètres, là, je veux dire, un 100 mètres à 10 mètres secondes, puis là, il y a une phase d'accélération là-dedans, là, mais Exact. à 10 mètres En secondes, top ça va speed. vite, là. Ouais, ok. Ouais, exact. Exact, en top speed. So, faut comprendre ça aussi. Fait que, mais après ça, si tu veux prendre ta force sur un mouvement de squat, puis essayer de la transférer vers un mouvement plus en speed, ben, tu peux travailler ton squat dans une intensité de 20 à 40% qui va être en speed relatif à ton mouvement de squat. Puis ça va quand même augmenter ta vitesse de contraction, mais pas autant qu'un sprint. Fait que tu sais, ça, c'est quand même vraiment important à comprendre. Là. Parce qu'on dit speed zone, power zone, strength zone, mais je veux dire, je vais pas travailler ma force max en essayant de lancer des ballons non plus. Là. Ouais, mais Ça ça va va être pas. tough. Bon, Ça va être tough. ça va te prendre des gros ballons. Puis même là, oublie ça. Là, par la nature du mouvement, ça fait comme pas de sens. Non, exact. Ok. So, ça. Maintenant, la deuxième affaire qui est vraiment intéressante, c'est d'utiliser les pourcentages de ton livre, comme on vient de dire, puis essayer de le bouger le plus vite possible pour cibler certaines adaptations. Fait que, mettons en power ou en strength. L'autre chose qui est vraiment intéressante, l'autre type de feedback que tu peux avoir avec ta vélocité, c'est ton velocity loss. Okay? Donc, si par exemple, puis moi, c'est comme ça que je faisais mon training. Moi, je faisais un type de training qui s'appelle ils appellent ça High Volume Power Training. Mais c'est pas tout. Je trouve pas que le terme est excellent parce que l'idée du High Volume Power Training, c'est de garder la même charge sur un mouvement, de te fixer soit une vélocité pour le mouvement ou un velocity loss threshold. Donc, un velocity loss threshold, c'est par exemple, dans mes 3 premières reps, je me suis rendu à 1 mètre seconde. Si je mets un threshold de 20% de diminution, ben ça veut dire que en bas d'un 0.8 mètres par seconde, j'arrête mon set. 20%. Je suis plus dans mon intervalle. Mettons, on parle de 20%. Mais ça, pendant ta série, tu prends pas le temps de dire, OK, ma première, tu y penses pas pendant ta série. Là. C'est impossible. Non, j'y pense pas pendant la série parce que j'ai mon VBT tracker qui me donne mon feedback instantané. Puis soit je me dis, soit je dis que mon threshold est un pourcentage de diminution ou je pourrais mettre un threshold absolu. Donc, par exemple, je fais des reps au bench
en speed jusqu'à temps que ma vitesse tombe en bas de 1 mètre par seconde, par exemple. Ça serait des reps très rapides, par exemple. Fait que utiliser un threshold serait la deuxième façon que je trouve vraiment extraordinaire d'utiliser un VBT tracker pour dire quand est-ce que tu arrêtes ta série. Fait que je commence ma série, je sais pas combien de reps je vais faire. Je sais pas combien de reps je vais faire quand je fais mon training de high volume power training, mais je sais que j'ai 40% de mon max, puis j'ai le droit à un maximum de réduction de la vitesse de 20%. Fait que j'ai mes écouteurs, je fais mes reps, puis il y a la petite voix qui va me le dire quand je vais être quand je vais être en dessous de mon threshold, puis j'arrête. C'est ça, j'allais te demander. Fait que, tu sais, exemple, le feedback que moi, tu m'avais donné, tu sais, que tu m'as montré puis que j'avais mis sur mon téléphone sans avoir mes écouteurs, c'était la vitesse. Mais il y a moyen de choisir que ce soit cette perte-là puis que ça dicte quand t'arrêtes, dans le fond. Exactement. OK. Puis ça, c'est hyper intéressant parce que ça va, selon les zones de velocity loss threshold, tu peux target certaines adaptations. OK? Meaning? Donc, par exemple, si tu es en phase de tapering, c'est d'affûtage. D'affûtage. En deload. En deload, par exemple, où est-ce que tu veux vraiment minimiser le stress puis maximiser la recovery pour être fresh pour un event, ou tu fais un training la veille d'une game ou la journée d'une game, ben, ton threshold serait entre 5 et 15% de velocity loss. OK. Donc ça, c'est le moins stressant, mais c'est aussi la zone optimale pour développer ton power ou pour être en affûtage. Puis si on descend, il y a les zones, comment est-ce qu'ils sont séparées. Après ça, tu as environ 20% de velocity loss, mais ça, tu es dans ton optimal strength building. Parce que pour bâtir ta force, contrairement à l'hypertrophie, tu veux minimiser, si on veut, ta fatigue, maximiser ton recovery, puis à partir du moment que tu as trop de fatigue qui s'installe, ben, le drawback, c'est que ça va être beaucoup plus dur à récupérer, puis tu vas avoir moins de gains à long terme. Fait que pour travailler ta force, de descendre en bas de 20%, ça commence à être contre-productif. Ben, augmenter en bas de 20% ou ta vitesse descendre en bas de 20%. Exact. Si ta vitesse diminue en bas de 20%, intercept, c'est moins... tu tombes dans le land of diminishing returns. Fait que t'es mieux d'arrêter là, prendre du repos, puis même si tu as l'impression d'être à 8 sur 10 d'intensité de RPE, ben, puis tu te dis, hey, j'aurais pu lifter encore 4 fois, ben, ces 4 reps-là, tu les aurais trop grind, puis ça aurait été plus dur à récupérer, puis tu aurais fait moins de gains en force. Intéressant. Vraiment intéressant. Par la suite, 30% de velocity loss, ben, c'est un training qui va être challenging, puis c'est là, souvent, que tu vas être un peu plus en hypertrophie, si on veut, ou en accumulation. Tu sais, je veux dire, ça dépend de ce que tu veux accomplir dans ton training. Mais, façon classique, ton 30% de velocity loss, ça va être en hypertrophie. Puis là, tu vas être proche de l'échec musculaire. Mais qu'est-ce qui est important en hypertrophie, c'est pas nécessairement de toucher l'échec musculaire, mais de s'en rapprocher. Fait que tu as besoin de plus de fatigue, contrairement à un entraînement en force. Ça va être plus dur à récupérer, ou tu vas peut-être pas avoir des gains en force, tu vas peut-être garder les mêmes charges durant ton bloc d'entraînement complet ou à peu près, mais tu vas stimuler ces systèmes-là plutôt que ta force. Puis, si tu as un velocity loss de 40%, là, t'es comme... c'est comme training to failure ish. Puis ça, c'est très exigeant. Puis ça va demander beaucoup plus de temps de récupération, si on veut. Mais ça peut être utile. Ouais, autant entre les séries qu'entre les sessions, si tu viens créer ce stress-là supplémentaire. Exact, c'est ça. Mais ça peut être utile. Puis tu peux te dire... Moi, j'aime beaucoup utiliser le training to failure avec des newbie training. Quelqu'un qui n'est pas habitué de se pousser pour lui faire réaliser qu'il est probablement plus fort. Plus fort qu'il pense ou qu'il se pousse réellement. Exact. Fait que peut-être qu'il fait un 7 puis il pense qu'il est à 9 sur 10 d'effort, mais qu'il aurait pu faire 10 reps de plus. Mais il est juste pas habitué de forcer. Ouais. Moi, en tant que coach, c'est un trick que j'utilise. Puis le training to failure, je m'en sers beaucoup plus avec ces gars-là qu'avec quelqu'un qui est très habitué. Parce que lui, il va être capable de vraiment se pousser très fort, puis ça va être vraiment taxant. Ben, comme tu pourrais donner comme feedback à un athlète, OK, ben là, tu me fais le max de reps, on fait une série jusqu'à temps que tu perdes 40% de ta vitesse.
Puis peut-être que l'athlète va se rendre compte que, man, j'aurais pu faire plus de reps dans mon training avant, dans les Mhm. autres sets d'avant. Fait que ça, c'est les zones les velocity loss threshold qui sont vraiment intéressants pour quantifier l'effort Mhm. à l'intérieur d'un set. Puis la raison pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser des pourcentages, c'est que ton velocity loss threshold se base sur la vitesse à laquelle tu bouges cette journée-là. Donc ça va dépendre Ouais. un petit peu de ton degré de freshness, si on veut. Puis avant de perdre la force max, tu perds de la vélocité sur tes mouvements. Notre corps, la puissance ou la vitesse de contraction est beaucoup plus sensible à la fatigue que ta force max. Donc, c'est une mesure qui est plus juste, si on veut. Par rapport à comment ton système nerveux a récupéré, comment tu as dormi, comment ton corps est. Selon, Exact. mettons, ce que je mesure avec le Oura Ring, c'est quoi ton readiness, mettons, de la journée, là? Yep. Puis la troisième chose que je trouve hyper intéressant justement avec le VBT, c'est ton readiness factor. Donc, par exemple, tu prends un mouvement que tu utilises depuis plusieurs semaines dans ton training. On va reprendre l'exemple de squat ou de bench press. Tu fais une série de warm-up où est-ce que tu bouges une charge fixe puis tu essaies de la bouger le plus vite possible. Par exemple, tout ton warm-up set, ça serait 135, 125, 225. Tu bouges Mhm. le plus vite possible pour 5 reps. Fait que c'est vraiment sous max, mais tu bouges à une vitesse maximale. Puis, selon la vitesse de ce que tu as cette journée-là, à ces charges-là, tu la compares avec ta vitesse que tu as normalement dans tes autres trainings. Puis tu peux voir si tu es à 100% de ta vitesse, à 95%, 92%, ou si tu es peut-être même à 104% de ta vitesse normale. Mais selon puis les pourcentages que tu as en dessous de ta vitesse normale, ça va te donner un degré de fatigue si on veut. Je les connais pas par cœur, il faudrait que je sorte l'article précis, là. Mais c'est quand même vraiment subtil. C'est quelque chose comme 98% et plus, t'es dans le green zone si on veut. Fait que ça, c'est comme t'es fresh, t'es prêt, vas-y, tu peux faire un training avec ton volume et ton intensité normale. Le yellow zone, c'est quelque chose comme. Puis là, je dis des chiffres, là, mais faudrait le Google pour avoir les vraies zones. Là. Le yellow zone, ça serait quelque chose comme 96 à 80, 94 à 98%. Puis là, à ce moment-là, tu peux faire ton training, mais t'es peut-être mieux d'enlever une ou deux séries. Puis si t'es en bas de 94%, 92%, je sais pas moi, ben là, t'es mieux de faire un mini training, de short ta session, d'aller moins intense pour te donner une chance de récupérer. Ok, c'est là, je m'en avais posé une question avant que tu dises ça, mais ce que j'allais dire, moi, c'est probablement que cet indicateur-là, la façon dont je le vois, moi, c'est cet indicateur-là viendrait dicter, si on veut, peut-être le volume d'entraînement que tu veux avoir ou que tu veux faire. Mais tu gardes. Fait que je te donne un exemple, là, je suis dans le green zone, ben tu sais, je fais ma séance complète, totale, à la limite, est-ce que les journées t'es dans le green zone, t'as une série de plus, I don't know, tu sais, mais les journées où est-ce que je serais jaune ou rouge, est-ce que je voudrais viser la même intensité, mais peut-être diminuer le volume de 20-30% de ma séance pour pas accumuler plus de fatigue. Ça va être l'idéal, c'est d'avoir un coach qui va te dire exactement comment pour cette phase-là il veut que tu ajustes. Mais le volume d'entraînement, c'est c'est le, le paramètre qui va avoir le plus d'impact sur sur ton recovery. Fait que OK. c'est bien plus challengeant pour ton corps de faire un, un training avec énormément de séries que de faire un training qui est quand même intense, mais avec très très peu de séries. Fait que ça, c'est le paramètre numéro un sur lequel moi je jouerais en tant que coach. Mais ça va dépendre de ta phase. Fait que si, par exemple, dans une phase d'accumulation, où est-ce que l'objectif, c'est de faire de plus en plus de reps, d'avoir un plus grand volume, ben probablement que moi, en tant que coach, je dirais, OK, ben là, on veut garder le volume haut, c'est ça le but de la phase. On va pas jouer sur le volume, mais on va le faire à plus petite intensité. Je comprends. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis
ça me fait penser à un paquet de trucs vu que je track aussi mon HRV puis mon resting heart rate avec la bague. Puis ce que je m'attendais à travailler dans des intensités plus hautes que ce que j'ai l'habitude de faire. Puis je veux pas dire un volume plus haut, mais un nombre de séries plus haut sur des main lifts que de ce que j'ai l'habitude de faire. Ce que je m'attendais de voir, moi, c'est mon HRV qui descend à travers la semaine. Puis tu sais, d'avoir besoin du week-end pour vraiment recover. Puis next thing you know, aujourd'hui, après 5 jours de ça, mon HRV est comme really fucking high. Puis, en tout cas, il y a plein d'affaires qui rentrent en contexte là-dedans, là, mais en termes de gestion peut-être de la fatigue puis du stress, ça peut être intéressant aussi là, de... Vraiment, vraiment. Écoute, c'est d'un point de vue individuel, c'est des choses qui sont quand même faciles à implémenter pour ton training. Point de vue d'équipe, point de vue groupe large, ça demande un peu plus de ressources, si on veut, là, puis d'organisation. Là. Mais honnêtement, moi, je coach une équipe avec beaucoup de ressources. C'est sûr que j'essaierai d'implémenter des concepts de VBT dans mes trainings. Puis j'ai une question pour toi parce que là, on parle de VBT training. Mais je te donne un exemple. Est-ce que là, je suis dans une phase où est-ce que j'utilise vraiment le VBT? Est-ce que tu pourrais utiliser ça dans n'importe quel cycle d'entraînement que tu as ou presque pour dicter ton effort? Où il y a des... Tu sais, par exemple, tu t'en vas, tu fais un entraînement qui est purement en force. Est-ce que tu devrais mesurer quand même ton VBT juste pour le feedback externe qui va améliorer ton effort et ton intention de bouger vite? Moi, je pense que oui. Je veux dire, il y a les concepts qu'on vient de toucher peuvent être autant utiles pour un training en hypertrophie qu'un training en force. Peut-être que ça va être encore plus utile pour un training, mettons, en power, parce que tu vas être capable d'avoir des mesures de ton power output rapidement. Mais mettons, en force max, tu ne peux pas aller to failure. Fait que avant de te rendre to failure, au lieu de te baser sur ton feeling, qui peut bien marcher, mais tu vas te baser sur la vitesse de ta barre. Puis ce qu'on sait, c'est que par exemple, un back squat, la vitesse il y a un minimum speed threshold aussi pour chaque mouvement, dans le sens que si je bouge pas mon back squat à telle vitesse, je vais faire mon lift. Okay? Ça va dépendre un peu de chaque mouvement. Mais par exemple, tu peux faire un sumo deadlift à 0.1 mètre par seconde, à cause que le range of motion est short, puis à cause des leviers, comment ça fonctionne, puis être capable de lever très lourd comme ça. Mais à 0.1 mètre par seconde, tu réussiras jamais un bench. Ouais, faut trop que tu grindes ta rep, mettons, à cette vitesse. Faut trop que tu grindes, puis tu seras pas capable de générer assez d'accélération pour lever la charge. Fait, il y a la vitesse, en fait, ça s'appelle velocity-based training, mais c'est pas un super bon terme dans le sens que c'est juste un paramètre. La vitesse de mouvement est là, peu importe quel mouvement tu fais. Fait que c'est comprendre, OK, ben, dans mon training, c'est quoi la pertinence de mesurer la vitesse? Est-ce que j'essaye de bouger le plus vite possible? Est-ce que je veux bouger à une vitesse constante, mais je lève de plus en plus lourd? Est-ce que je bouge ma barre jusqu'à temps que je tombe en dessous d'un threshold? Fait tu sais, je veux dire, mais c'est sûr qu'il y a une pertinence à quelque part, ne serait-ce que pour calculer ton readiness factor, puis ajuster ton training par la suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ferait ça ou qui aurait pas accès à ça pour une raison X, tu sais, pas accès à quelque chose pour mesurer sa vélocité, pour voir son readiness? Est-ce que, mettons, de tester son vert une fois avant sa séance serait une bonne façon de tester ton vert? Y a-t-il autre chose peut-être que tu pourrais... 100%, c'est vraiment un bon exemple. Vraiment, vraiment un bon exemple. Ton vert... ton grip strength aussi, je pense? Grip strength est excellent aussi, ouais. Grip strength, c'est vraiment facile à mesurer avec un dynamomètre. Là. Tu peux t'acheter un sur Amazon à comme $20. Puis tu peux le faire avant tes trainings, voir c'est quoi, si ta grip strength est proche de ton max, ou si tu es vraiment plus faible que d'habitude pour assess ta vraie fatigue, si on veut. Parce que tu peux y aller au feeling, mais ton feeling est vraiment biaisé. Du nombre de tasses de café que tu as bu avant d'y aller aussi. Ça
Tu peux juste pas être motivé. Peut-être que ça te tente pas. Être dans un mauvais mood, tu sais, Mauvais il y a plein mood. d'affaires. Mais tu peux être Journée. dans un mauvais mood puis que ton système soit prêt, soit fucking prime, là. Ouais, Mais 100%. comme, c'est vraiment... C'est là un peu le problème que j'ai quand il y a des coachs qui disent l'autorégulation, c'est un concept vraiment intéressant, mais si on le fait sans donner, c'est vraiment plus dur. Puis moins que tu es expérimenté, moins tu vas être sensible ou plus tu vas être biaisé si on veut. Fait que quelqu'un qui est un newbie de training peut se sentir vraiment fatigué avant d'aller dans le training, mais next thing you know, il est prêt à faire le meilleur training de sa vie. Mhm. Parce que Souvent, c'est ça mon autre question par rapport à ça. Tu sais, il y en a que, d'un point de vue de feeling, là, puis il y a des gars qui c'est des dogs, là, tu sais, qui veulent tout le temps pousser Exact. plus, tout le temps donner plus, puis eux vont tout le temps dire, hey, readiness, je suis all out, man, ils sont tout le temps amped up. Puis t'en as d'autres qui sont mollo, qui sont comme, ah, je suis fatigué, man. Tu sais, j'en vais au gym, là, j'en vois ça, des gars qui arrivent, Ouais, puis ouais. c'est comme, tu sais, ça soupire en rentrant dans le gym, ah, puis ça va être tough, puis ci, puis ça. Ben, ça veut pas dire que t'es pas prêt à pousser la machine plus, parce que... Non, exact. Puis, je veux dire, ce qu'on remarque, c'est que les athlètes de haut niveau peuvent plus se fier à leur feeling, dans le sens qu'ils ont plus d'expérience, sont plus attuned à Mhm. leur corps, puis ils savent un peu plus aussi comment, à quoi ils sont habitués. Mettons, un powerlifter, là, je veux dire, ça fait 20 ans qu'il fait du bench, il connaît ses charges, il sait que d'habitude, il est capable de bouger telle charge. Il Puis que sait ça comment feel comment. 2,25 feel, là. Ouais, ouais. Exact. Fait que eux, ça va être plus précis, mais ça sera jamais aussi précis que d'avoir une mesure Mhm. fixe. Puis on peut le faire avec le VBT, tu peux le faire avec ton grip strength. Le désavantage du grip strength, c'est que c'est moins spécifique. Fait que tu pourrais, par exemple, être très fatigué du upper body, avoir une moins bonne grip strength, mais tu t'en vas faire un training de lower body. Fait que c'est vraiment Ouais, moins ouais. pertinent à ce moment-là. Tu pourrais faire du grip strength avant ton upper, puis un vert avant ton lower, puis... Par exemple, un vertical jump, vraiment intéressant, parce que ton vertical jump va vraiment être plus sensible qu'un mouvement de force, parce que c'est un mouvement qui est balistique. Il faut que tu accélères. Si tu bouges moins vite, tu as moins de power, ça va se répercuter directement sur la hauteur à laquelle tu peux sauter. Interesting. Tu pourrais aussi, plus simplement que ça, ben, tout le temps avoir les mêmes weights pour tes warm-up sets. Mm. Fait que probablement que ça, c'est plus comme les powerlifters, ça doit ressembler plus à ça. Ouais. Fait que si, mettons, ton warm-up set, c'est toujours 5-4-3 reps à une plaque et demie, deux plaques, ben, tu vas avoir un bon feeling de si ça bouge bien ou non. OK. Mais, fait que, tu peux le faire d'un paquet de façons. Mais je pense Ouais. que le VBT, c'est quand même simple, quand même accessible, ça va être le plus précis. Interesting. Honnêtement, là, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est dans quelques semaines, quand les deux, ça va faire un certain moment qu'on le fait, qu'on vienne tu sais, qu'on en reparle peut-être plus Ouais. court qu'aujourd'hui, puis qu'on en reparle, puis qu'on voit les progressions qu'on a vues, les apprentissages qu'on a fait avec ça, puis Vraiment. peut-être venir Comme- parler de comment l'intégrer dans un training athlétique pour quelqu'un qui a le Mhm. contrôle sur son entraînement. Là. Vraiment, vraiment. Puis comme c'est vraiment intéressant, tu sais, tu utilises ces trois principes-là, là. Feedback externe, utiliser un threshold, soit relatif ou absolu, pour target quelque chose de précis, puis ton readiness factor, là. Ces trois choses-là, tu peux l'inclure dans près de tous tes trainings, là, honnêtement. Mhm. Puis je vois pas comment tu peux pas au moins bénéficier d'une de ces mesures-là à quelque part dans ton training. Des avantages, avec nous, comment on le track, c'est on peut juste tracker les mouvements avec une barre puis une plate. Ouais. Parce que c'est une analyse vidéo, qui a un algorithme qui dit OK, ma plate fait, je sais pas moi, 45 cm de diamètre. Donc, selon les pixels puis les FPS, blablabla. Bla, bla, bla. Mais l'app est quand même vraiment précis et les données qui en sortent sont reproductibles aussi. Fait que ça a été étudié puis comparé avec des trackers de vélocité qui sont vraiment plus high-tech et qui coûtent cher. C'est ça, je vais te demander, ça coûte combien un device? Un device qui va bien fonctionner, je pense que c'est dans les 300-400 US. Fait que, mettons, il y a le Vitruve, qui est comme un Gym Aware. Là. Dans le fond, c'est un fil de métal que tu attaches à ta barre. On voit Lane Norton qui fait ça souvent. Puis, Ouais. Fait que tu sais, comme, si tu as le budget, fine, là, mais comme, honnêtement, tant qu'à mettre 300-400$ là-dedans, moi, je prends mon phone, j'ai mon feedback dans mes écouteurs. C'est
Mais une équipe sportive ou pour un gym qui l'utilise beaucoup avec les athlètes qui coachent, ça peut être intéressant de dire, regarde, j'ai investi 400$ ou 800$, j'ai 2 devices, puis les athlètes qui passent peuvent l'utiliser. Je leur enseigne comment l'utiliser puis qu'ils le cassent pas parce que ça coûte 400$. Mais à ce moment-là, ça peut être intéressant. Plus que, exemple, moi je suis quand même content là, parce que quand tu m'en as parlé, puis tu me parlais du sel, j'étais comme yes, parce que j'étais sur le bord des magasiner, puis j'avais fait le saut voir que c'était 350-400$. Ouais. Après ça, il y a d'autres types de trackers. Moi, je suis vraiment pas un expert dans les différents types, mais je sais qu'il y en a aussi que c'est un petit aimant que tu mets sur ta barre ou que tu mets à ta ceinture. Puis c'est comme ça utilise un accéléromètre, comme un peu que tu as dans ton téléphone cellulaire, mais juste plus précis. Ça envoie un signal. Tu pourrais le faire de cette façon-là sur un saut, sur un pull-up, sur quelque chose que tu n'as pas de barre. Exact. C'est ça qui est vraiment plus intéressant de ces devices-là. C'est, OK, moi, j'entraîne des athlètes, puis j'ai besoin de savoir, ou je veux savoir la vélocité sur des mouvements qui utilisent autre chose qu'une barre, puis des plates. Je veux voir la différence. Un axel, c'est que ta corde, à un moment donné, elle sera pas assez longue, malheureusement. Là. OK, l'aimant est attaché aussi. Je pensais que c'était comme un... excuse, il y a l'aimant, oui, my bad. Mais à ce moment-là, oui, ça marcherait pour lui que je vois de ce temps-ci, c'est le Calibrex, là. Okay. Là, je suis allé voir une fois leur page IG, puis là, j'arrête pas d'avoir leur fucking annonce sur mon feed. Mais oui, ça pourrait marcher. Pour voir précisément. Mais l'affaire, c'est qu'ils sont calibrés, je pense, juste pour des mouvements verticaux, par contre. Fait que je pense pas que ça fonctionnerait pour une accélération. Mais comme je suis vraiment pas un pro de ces devices-là. Mais bref, mettons avoir un Vitruve ou un Gym Aware, que c'est quelque chose que tu clips, puis que c'est un fil de métal, mais l'avantage, c'est que oui, tu peux calculer la vélocité sur ton vertical jump. Puis, si je me trompe pas, tu peux utiliser ça, après ça, pour savoir précisément c'est quoi ton vert. Mais, je dis ça, mais en même temps, c'est au niveau des hips, fait qu'il y aurait le counter movement, en tout cas, bref, peu importe. Wow. Tu pourrais mesurer la vitesse de tes sauts, tu pourrais mesurer la vitesse de tes pull-ups, tu pourrais, mettons, tu pourrais être assis, faire un military press, tu mets le device tracker sur ton dumbbell, tu peux voir si tu as une différence entre ta gauche et ta droite aussi. C'est hot aussi. Calibrex, je viens de le look up real quick à 373 US. US? Ah, les US. Avant que tu en achètes un, les accéléromètres, comme le Calibrex, apparemment qui sont vraiment moins précis. Puis moins reliable. So, ton fond va être plus intéressant. Puis tant qu'à mettre 400$, achète un Vitruve qui est vraiment précis. Mm-hmm. OK. Mais je veux dire, moi, mettons, là, tu me donnes un budget, là, puis les ressources limitées. J'ai 3 coachs par training qui supervisent 8 gars de foot pour mes trainings de groupe. Man, je te garantis qu'on utilise ça. Soit un iPad qui est sur le side, qui mesure la vitesse des mouvements, puis je donne un feedback direct à mes athlètes, ou un Vitruve. Faudrait que je demande à certains gars qu'on coach, mais probablement que c'est utilisé dans les big schools en NCA et ces affaires-là. Je pense que oui. J'ose croire que oui, en tout cas. Là. Je l'ai vu beaucoup dans les teams NCA, puis même à Laval, on a vu, il y avait pendant que nous, on s'entraînait là, il y a quelqu'un qui avait un Gym Aware. Je me rappelle plus c'est pour quel sport, mais il s'en servait principalement pour faire du chest supported row. Ça te dit-tu quelque chose? Ouais. Hey, je me rappelle pas le sport, mais comme même nous à Laval, il y avait quelqu'un qui utilisait ça. Son VBT tracker. Puis ça fait longtemps, là, ça fait 5-6 ans. Ça existe depuis un bon moment déjà. Là. Ouais. Good stuff. Y a-tu d'autres choses à ajouter? Parce que honnêtement, tu t'y connais beaucoup plus que moi pour peut-être conclure aujourd'hui quelqu'un qui... Écoute, je terminerai peut-être en disant que si toi tu nous écoutes, ça t'intéresse, on va prendre le free trial de Metric VBT sur le App Store. Joue avec ça. Essaye d'aller voir tes Force Velocity Profile pour différents mouvements. Puis essaye de garder un peu les mêmes mouvements dans tes workouts de semaine en semaine pour compiler des données pour être capable de les comparer over time. Puis je serais vraiment surpris que personne. Quelqu'un m'arrive là, puis il me dit « Hey, j'ai essayé ça, c'est de la merde, il n'y a aucune valeur là-dedans. » Bullshit.
Yes. Ok. Interesting. On s'en reparle bientôt. Très cool. Good stuff. Peace. Thanks. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.